Bonjour. L'invité d'aujourd'hui dans Rencontre va peut-être pouvoir répondre à une question que l'on se pose parfois, nous, lecteurs de bande dessinée. Est-ce qu'un dessinateur ressemble au personnage qu'il crée? Et inversement, est-ce que le personnage dessiné ressemble de quelque manière que ce soit à son père créateur? Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Midam. Midam, bonjour. Bonjour. Créateur de Kit Paddle. Voilà. Alors voilà un personnage qui dans le monde de la bande dessinée s'est imposé depuis quelques années et on peut dire que c'est une véritable success story, Kit Paddle. Alors qu'est-ce qui pourrait expliquer que ce personnage est parvenu aujourd'hui à se faire vendre à plus de 6 millions d'albums en langue française? Quand j'ai commencé Kid Paddle, c'était dans le magazine Spirou. Et le rédacteur en chef avait été très clair, il m'avait dit c'est un magazine pour enfants, on a besoin de séries pour enfants, fais-nous une série, c'était une idée. En même temps, moi, je voulais aussi épater mes collègues et faire des gags qui me faisaient rire personnellement, rire des enfants, faire rire aussi des trentenaires. Je suis plus trentenaire depuis. Et puis, le troisième public auquel je voulais m'adresser, c'était mes parents, qui étaient quand même assez sceptiques sur une carrière en bande dessinée, même si en Belgique c'est assez répandu, c'est quand même pas aussi facile que ça. Et je pense que ça fait peut-être partie du succès de la bande dessinée. C'est que directement, je me suis orienté sur 3 publics différents, sans trop approfondir le langage jeu vidéo, étant donné que Kid Paddle est une série qui raconte les péripéties d'un gamin qui aime bien jouer aux jeux vidéo, mais je ne suis jamais rentré dedans avec un langage technique, avec un vocabulaire tout à fait particulier que seuls les gamers pourraient comprendre. Alors on va peut-être au cours de cette rencontre essayer de remonter le temps et d'essayer d'imaginer Midam en culotte courte. Alors à ce moment-là, c'est pas encore Midam, c'est Michel Ledan. Oui. Et prédisposition, je dirais, puisque vous naissez à Etterbeek et cette commune, Oui. étrangement, est celle où Hergé et Franquin sont nés. Quelle destinée, c'est extraordinaire. Oui, c'est simplement un hasard. C'est peut-être le seul point commun que j'ai avec eux, finalement. Oui, mais je ne me rappelle pas. J'ai toujours habité, j'ai habité très très longtemps à Schaerbeek. Oui, rue Victor Hugo, et puis place des Carabiniers, près de la RTB. Etterbeek, j'y suis juste né. Juste né. C'est bien. De toute façon, dans une bio, ça fait bien de côtoyer Hergé et Franquin. Ah oui, ne fût-ce que comme ça déjà. Voilà. Alors, oui, il y a un cliché tout de même aussi avec les dessinateurs. On se dit qu'à l'école, ils étaient déjà en train de dessiner dans leur cahier sans écouter le professeur. Alors, est-ce que ce cliché, c'est ça aussi chez vous? C'est pas tout à fait vrai. Effectivement, mes copains de classe me demandaient souvent des petits dessins parce que je dessinais dans les marges des cahiers, mais il y en avait d'autres qui dessinaient mieux que moi. Donc, c'est pas complètement vrai. C'est vraiment très longtemps après que je me suis dit, tiens, finalement, le dessin, je pourrais en faire un métier. Je me suis laissé dire qu'au départ, vous aviez envie d'être camionneur. Oui, mais c'est parce que quand j'étais enfant, j'écoutais une émission de radio en m'endormant le soir. C'était Les routiers sont sympas. Max Meunier, oui. Max Meunier, qui était l'animateur, avec une grosse moustache. Et j'avais envie de rentrer dans cette communauté. C'était la nuit, il circulait en France. J'ai des souvenirs d'été, de chaleur. On s'arrête sur les restos-routes. C'est chaque fois une petite aventure. J'avais envie de faire partie de cette communauté, sans savoir évidemment c'était quoi la réalité de la chose. Alors le dessin, ça vient comment finalement? Vous vous êtes lancé finalement dans un métier artistique un petit peu par hasard? Oui, un petit peu par hasard. J'étais un peu dépité quand je suis sorti de mes humanités, parce que je ne savais pas ce que je voulais faire. Et je sentais bien que j'étais à un carrefour et qu'il fallait que je choisisse quelque chose. Alors j'ai demandé à un psychologue de me faire remplir des tests. Et le type m'a dit, ton profil, c'est quand même vers l'artistique.
peut-être parce que j'avais dit, voilà, je joue de la guitare, j'avais un peu dessiné, ce n'est que pour ça. Et il m'a donné une liste, je pense qu'il y avait 35 métiers, et j'ai pris le premier. C'était architecture d'intérieur. Ce qui n'est pas l'architecture, c'est plus de la décoration d'intérieur. Et donc j'ai fait une première année à l'Institut Saint-Luc en architecture d'intérieur. Et ça n'a pas vraiment fonctionné. D'abord parce que je sortais d'une école catholique non mixte et que je me suis retrouvé dans une classe avec 30 filles. Et ça m'a Perturbé. C'est-à-dire je tombais amoureux tous les jours d'une fille différente. Et donc j'étais complètement perdu. Et après, j'ai fait une année de photographie à l'INRACI. Je n'ai même pas fait une année, j'ai fait 4 mois. Il y avait trop de chimie, sensitométrie, mathématiques, physique. C'était c'est trop compliqué pour moi. Et ensuite, je suis retourné à Saint-Luc, mais pas en section bande dessinée, en section illustration. Parce que la bande dessinée, je me suis toujours dit que si je devais en faire, j'en ferais une de drôle, une bande dessinée gros nez. Et à Saint-Luc, en tout cas dans ces années-là, on préconisait plutôt une bande dessinée plus grave, plus intellectuelle, plus imposante. Si vous pouviez faire l'adaptation d'une pièce de théâtre de Tadeusz Kantor, par exemple, en noir et blanc, dessiné au fusain, alors là, c'est formidable. C'est clair que ça ne se vend pas, mais vous aurez peut-être un prix Angoulême. Et donc, j'ai senti ça dès le début. Alors qu'en illustration, on pouvait faire, si on voulait, on pouvait faire un petit peu de BD. Mais on faisait des grandes images, puis on faisait plein de choses. On pouvait aussi faire de la 3D. Enfin, de la 3D, à l'époque, la 3D, c'était de la sculpture. Hein. On avait fait des monstres en caoutchouc déjà. Donc, ce sont des études qui m'ont vraiment bien plu. J'ai fait ça pendant 3 ans. Et puis, voilà, dans tout métier artistique, vous suivez une formation, vous recevez un diplôme, ça vous rassure, ça rassure aussi les parents, mais malheureusement, il n'y a personne qui va vous demander le diplôme en sortant. Donc, quand je vais voir des éditeurs, ils me rient presque au nez en disant, enfin, tu sors de l'école, quoi, et ton diplôme, c'est magnifique, félicitations, mais ça ne nous intéresse pas. Et là, ça a été peut-être c'est pas une période noire, mais c'était une période un peu particulière où je suis resté 6 années au chômage. Et là, il y a une spirale. Hein. On se lève très très tard et on va se coucher très très tard. Et parfois, je me rappelle que j'allais dormir vers midi, tellement j'étais inversé. Mais alors, on n'a plus aucune vie sociale et on a encore moins d'opportunités et de chances pour attraper un éditeur. Et il m'a fallu 6 ans. 6 ans pour vraiment attendre qu'il y ait un déclic qui fasse que, allez, maintenant il faut s'en sortir. Mmh. Et en fait, c'est très curieux parce que à l'époque, je traînais un peu Gare du Nord et tout ça. Et il y avait une très très grande librairie qui était ouverte jusqu'à 3-4 heures du matin. J'avais sympathisé avec le libraire. J'avais expliqué, j'avais invité à boire un verre et tout. Et il m'avait dit, mais tu sais, ce que tu devrais faire, si tu veux, tu passes toute la journée dans ma librairie et tu regardes. J'ai des milliers de magazines. Dans chaque magazine, quand tu vois un dessin, eh bien, tu notes l'adresse et le nom du rédacteur en chef et tu lui envoies un dessin, un dossier, un petit dossier. Et j'ai trouvé ça judicieux. Comment je n'avais pas pensé à ça plus tôt. Et donc, j'ai demandé à mes parents, à l'époque, c'était 20 000 francs, 500 euros, pour faire un jeu de copies et envoyer ça à 100 journaux. Et donc, 100 magazines et journaux ont reçu mon dossier, avec chaque fois une dizaine de dessins. Je pense qu'il y en a 50 qui m'ont répondu. Oui, dans les 50, il y en a 40 qui ont dit non. Et il y en a 10 qui ont dit « Ah, c'est pas mal, on a un petit quelque chose pour vous ». Et ça, c'est le tout début. Là, je crois que j'ai encore chômé pendant 1 an
en discutant avec le chômage pour savoir comment est-ce que je dois faire pour percevoir mes premiers sous en tant qu'indépendant, mais j'étais encore au chômage. Enfin, c'était un peu compliqué à l'époque, mais c'était le départ. Et dans les disques qui m'ont répondu, il y avait le magazine Spirou. Ah oui, alors là, c'est vraiment le démarrage, mais Kid Paddle ne naît pas tout de suite. Non, non. Il- Non, non, c'était donc dans un premier temps, c'est ça qui est bien avec les magazines, et il y en a de moins en moins aujourd'hui malheureusement, c'est qu'on peut faire ses armes. Vous n'êtes pas obligé de proposer directement une série complètement blindée avec un univers et des personnages. Vous pouvez boucher les trous. Ben voilà, il y a un DVD qui sort, le magazine va en parler, eh bien, ils ont besoin d'un petit dessin. Et donc, j'ai commencé à faire plein de petits dessins. Et puis, après un an, Patrick Pinchard, qui était rédacteur en chef, m'a demandé si je voulais m'occuper d'une rubrique de jeux vidéo. Illustrer, même chose, faire des petits dessins. Et j'ai dit oui, mais à condition, plutôt que de faire des petits dessins, de faire une petite page de bande dessinée. Et il mettait sa rubrique autour. Donc c'était vraiment quelque chose de très, très humble. Et bien voilà, de fil en aiguille, après 20 semaines, ils ont trouvé les pages que je faisais chouettes. Ils se sont dit, bon, on va l'imprimer plus grand et on va mettre la rubrique en face. Et puis un jour, la rubrique est tombée et la page est restée. Voilà, c'est comme Et ça. Kid Paddle démarre sa vie. Alors, on l'a dit en début d'émission, on aimerait bien savoir un petit peu quels sont les rapports de filiation entre Kid Paddle et son créateur. Alors, Kid Paddle adore les monstres. Oui. C'est le cas de Midam Ah aussi. oui. Ah oui, 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 bien sûr, tout à fait. Dès que je suis né, je pense. J'avais chez moi un pot avec un pot en terre cuite, avec tous des monstres dedans, en caoutchouc à l'époque. Et chaque fois qu'il y avait des invités à la maison, il fallait que je leur monte, que je déverse le pot. Alors j'ai ça, j'ai ça. J'ai toujours bien aimé ça, oui. Je ne sais pas pourquoi. Euh, un jour, un psychanalyste m'avait dit que c'était la peur des femmes. Oui, ah bon, alors peut-être, je ne sais pas. Alors, Kid Paddle voudrait justement aussi bien aller voir des films de monstres, mais il n'a pas l'âge. Et voilà. Est-ce que Midam aussi, quand il était jeune, s'est Mais trouvé oui. confronté à ça? Mais oui, je me rappellerai toujours, mon anniversaire c'était un 16 mai, et le jour où j'ai eu 16 ans, c'était extraordinaire, parce que c'était comme tous des tabous qui s'envolaient. Et je pouvais aller au cinéma. Et à partir de ce moment-là, pendant certainement un an, on allait 2, 3 fois par semaine voir tous les films d'horreur qui se présentaient. Et à l'époque, c'était solide, hein. C'était des Giorgio Romero, des zombies, des films de zombies, mais ils allaient loin, hein. Parfois plus loin qu'aujourd'hui. Et, et voilà, bon, j'ai eu ma dose, hein. Depuis, je me suis vraiment calmé. Mhm. Alors, Kid Paddle, bien sûr, joue aux jeux vidéo. Est-ce que Midam est un fan de jeux vidéo? Non, non, pas du tout. Ça, c'est vraiment un rôle de composition. Ça a été un prétexte pour démarrer une série. Après, je m'en suis quand même un petit peu libéré. Et encore aujourd'hui, j'essaye d'éviter au maximum de m'intéresser et de jouer aux jeux vidéo parce que je veux garder une distance. Justement, pour ne pas euh, euh, attraper des réflexes, avoir un vocabulaire qui pourrait être compris que par les gamers. Parce que ça, c'est mortel. À partir du moment où on veut un public large, si on commence à devenir un petit peu trop pointu, ça ne va plus marcher. Mhm. Alors Kid Paddle, c'est vrai que c'est une évolution rare dans l'histoire de la bande dessinée. Il fait ses armes dans Spirou, ça marche bien. Et puis, de toute évidence, vous êtes quelqu'un qui n'a pas envie qu'on lui dicte sa destinée. Vous avez envie de la prendre en main vous-même, Oui. jusqu'à décider qu'un jour, les produits dérivés de Kid Paddle, on ne laisse pas ça dans les mains de quelqu'un d'autre. Vous avez envie de garder la main mise là-dessus. Oui, 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 c'est un petit peu excentrique par rapport au milieu de la BD ou aux artistes en général. Mais moi, un jour, ce que j'ai compris, c'est que la bande dessinée est un objet culturel, au même titre qu'un livre ou qu'une chanson. Mais à partir du moment où ma dernière planche de mon album sort de mon atelier, ça devient un produit.
Parce que vous allez donner ces planches à un imprimeur, il va faire des albums. Les albums vont être donnés à des commerciaux qui vont devoir jouer de leurs bras musclés pour vous faire de la place sur les tables. Et moi, j'ai voulu accompagner la BD jusque dans les librairies. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que j'aime bien, c'est pouvoir regarder comment est-ce qu'on peut faire un chouette box, comment on peut faire une belle publicité sur le lieu de vente, écouter le libraire. Alors, si tu préfères en prendre beaucoup ou peu, ou qu'on te refournisse tous les jours, ou alors les visuels, c'est des grands, des petits, des moyens. Ça me passionne. Et je trouve que en plus, c'est être réaliste. Parce que le gars qui écrit un bouquin anticapitaliste ou contre la société de consommation, eh ben, quand il a fini son bouquin, il y a des commerciaux qui vont mettre ces bouquins en place sur les nouveautés. Et c'est toujours au détriment d'un autre. S'il y en a un qui monte sur une table, ça veut dire qu'il y en a un qui descend. Et je trouve ça un peu hypocrite. Donc moi, je veux être cohérent et je veux connaître pas l'envers du décor, mais disons que la face cachée. Et je m'implique là-dedans. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Midam n'est pas seulement qu'un dessinateur, mais aussi un redoutable homme d'affaires? Oh non, 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 je ne suis vraiment pas... je ne suis pas très, très, très bon. Je suis très curieux. J'ai de l'imagination pour les BD, mais j'ai aussi beaucoup d'imagination pour comment vendre un produit. Par contre, la négociation, ça, je délègue, soit à mon associé, soit à mon épouse. Aujourd'hui, c'est une petite entreprise que vous avez. Oui, oui, oui. Oui, c'est ça. On est 3 associés, il y a 3 employés, et puis on travaille aussi avec pas mal d'indépendants, dont la cheville ouvrière et Adam qui dessine Game Over avec moi. Alors justement, voilà, on est loin à un certain moment du dessinateur seul dans sa chambre, isolé. Là, Oui. maintenant, il y a vraiment une équipe derrière et des gens qui dessinent aussi derrière. Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui font, par exemple, les décors, des dessins? Comment ça se passe un petit peu, la création? Qu'est-ce que vous gardez, vous, comme privilège de dessinateur et qu'est-ce que vous déléguez? Oh, moi, j'aimerais bien tout dessiner et tout scénariser, mais faute de temps, c'est pas possible. Ou alors je pourrais le faire, mais j'ai conscience que la qualité en descendrait. Donc, alors, j'essaye de m'entourer pour pouvoir avoir un rythme de production convenable. Le dessin, il y a des écoles de dessin, donc le dessin, ça s'apprend. Par contre, ce qui est plus difficile, c'est les idées, les scénarios. Il n'y a pas d'école de scénario. Donc, j'ai mis au point ce petit système de crowdsourcing pour recueillir des idées pour la série muette, Game Over. Pour Kid Paddle, ça ne marche pas. C'est trop personnel, j'ai déjà essayé, les acteurs jouent mal. Donc Kid Paddle, je me le garde à 100%. Oui, de temps en temps, j'ai déjà fait faire à des assistants des décors. C'est marrant parce que je suis vraiment pas connu pour être très bon en décor. En général, je fais un profilé, juste pour dire, ben voilà, on est à l'extérieur, on est dans un zoo, on est à la piscine. Mais quand même, le profilé doit être bien fait. Il faut choisir, si on est à la piscine, alors il faudrait peut-être choisir un motif, un poisson en céramique par exemple qui est accroché. Mais il faut lui donner une certaine forme. Et finalement, je me suis dit, le profilé, il est quand même compliqué à faire. Et même ça, c'est difficile. C'est pas facile de déléguer. Hein. Il faut prendre un petit peu sur soi. J'ai vu ça pour le dessin animé. À un moment, le dessin animé, c'est pas compliqué. Si je devais le faire, j'avais calculé qu'il fallait genre 65 millions de dessins. Il m'aurait fallu 5 siècles pour faire le dessin animé. Donc, il faut absolument déléguer si vous voulez avoir un dessin animé. Mais en déléguant, il y a toujours une baisse de qualité. Et donc, il faut essayer de rattraper cette baisse de qualité, soit dans l'écriture, soit... il faut chercher, il faut un petit peu... Et puis surtout, il faut se dire, bon ben voilà, c'est un petit peu le prix à payer aussi, si on veut jouer le jeu de la diffusion et avoir une œuvre qui s'étend.
Alors, justement, aussi une question. euh, Quel type de dessinateur êtes-vous par rapport à l'avenir de vos personnages? On sait que quelqu'un comme Hergé a décidé que le jour où il arrêtait ou qu'il disparaissait, il n'y avait plus de Tintin. Vous, est-ce que vous êtes déjà imaginé l'après-Midam? Est-ce que ces personnages doivent vous survivre? Est-ce que le fait qu'il y ait d'autres dessinateurs déjà qui les dessinent, ça vous aide dans cette réflexion? Oui, moi je pense que j'aimerais bien que ça continue. J'ai horreur des fins en général. Je n'aime pas la fin d'un film quand on sent que la fin n'est pas loin. Je trouve ça toujours triste. Quand j'étais enfant, je n'aimais pas trop aller dormir parce que c'était la fin d'une petite fête devant la télévision, etc. Et donc, non, non, j'aimerais bien que ça continue. Je veux que ça continue. Maintenant, les gens qui s'occuperont de ça, il faudra qu'ils choisissent les bonnes personnes. Hein. Des dessinateurs, je pense qu'on peut en trouver. Maintenant, il faudra trouver les bons scénaristes. Mhm. Mais Alors, même si c'est très très mauvais, je vais me retourner dans ma tombe très content en disant, mais bien, évidemment. est-ce que finalement, aujourd'hui, quand on est un créateur BD à succès, comme c'est le cas, Kid Paddle, Game Over à côté, même si vous le déléguez beaucoup, est-ce qu'à ce moment, on ne se sent pas un peu prisonnier de ces personnages, ce qui est arrivé à Hergé, ce qui est arrivé à Franquin aussi, par rapport, par exemple, à Spirou et Fantasio? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où on a un petit peu de se libérer, quoi? Oui, oui, bien sûr, mais il faut le faire. S'il y a un trop-plein, il faut le faire. Moi, je l'ai fait. Je pense qu'entre 2007 et 2011, je n'ai pas sorti un kit paddle. Ça m'a pris la tête. Il y avait un trop-plein. J'aurais pu continuer, mais en fait, j'avais la tête dans le guidon. Hein. Et quand on est la tête dans le guidon, vous voyez votre pneu, mais vous ne voyez pas la route au loin. Et donc, pendant certainement 2 ans, je me suis relevé et j'ai regardé un petit peu l'horizon pour voir où j'allais. Et j'ai fait d'autres choses. J'avais fait avec Adam, d'ailleurs, comme dessinateur, Harding Was Here, qui était une série sur l'histoire de l'art, pseudo-réaliste, vraiment très chouette. Alors peut-être qu'un jour je vais reprendre. Non, mais il ne faut pas se laisser... Il faut avoir la maîtrise. Et bon, s'il y a un trop-plein, ben, il y a un trop-plein. Il faut arrêter, il faut faire autre chose, ou reprendre, ou une respiration. Mais je ne me sentirai jamais prisonnier, je pense. Et la peur éventuellement qu'on envahisse trop le marché et qu'à un certain moment, il y a une saturation par rapport au lecteur. Parce qu'il y a quand même une sortie très régulière de Oui, Kid oui, Paddle oui, et oui. Game Over. Est-ce qu'on Oui. n'a pas un peu peur à un certain moment d'en faire trop? Oui, 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 tout ça, nous sommes tous en alerte là-dessus. On regarde un petit peu les habitudes des gens. Il m'a semblé qu'il y a 5, 6 ans encore, ben, on pouvait faire une bande dessinée tous les 2 ans. Les gens suivaient très régulièrement. Aujourd'hui, j'ai l'impression que le rythme s'est un petit peu accéléré. On essaye d'être dans le mouvement. Mais oui, au premier signe, c'est clair comme je suis maître de mes univers et de leur production, au premier signe, s'il y a quelque chose qui me dit il faut produire moins, je vais produire moins. Je ne vais pas me laisser emprisonner. Mhm. Une carrière de guitariste éventuellement, au cas où? Mais absolument, c'est vrai que c'est un de mes hobbies que j'ai laissé tomber pendant des années. Aujourd'hui, je m'y recolle quand même de temps en temps. Oui, ça m'ouvre l'esprit, ça me délie les doigts. Ouais. Des projets évidemment de plus en plus. C'est le rêve américain, il est toujours là aussi? Ah oui, ce serait formidable si on pouvait arriver en Amérique. On a beaucoup d'espoir parce qu'on est extrêmement bien perçu pour le moment à Montréal. Bon, c'est pas l'Amérique, Mais c'est à côté. c'est à côté et je pense qu'on a un projet aussi pour le Canada anglophone. Donc on se rapproche encore un petit peu. Kid Paddle en anglais, c'est C'est un peu bizarre. Hein. Le paddle, finalement, il y avait le joystick dans les années 90, et puis il y avait le paddle qui était une espèce de palette avec une croix et 3 boutons pour jouer aux jeux vidéo. Et donc le paddle, c'était ça. Mais le paddle, ça veut aussi dire la rame en anglais.
Et je me demande si dans le matériel sadomaso, c'est pas aussi une palette en cuir pour taper sur les fesses des gens, je pense. Ben voilà, Kid Paddle, en tout cas, a un bel avenir devant lui, et puis Game Over aussi. Voilà. Donc, une aventure qui ne fait que commencer, on en est intimement persuadé. Mesdames, merci d'être passées par chez nous pour ce Merci à vous. moment de rencontre, et puis j'espère qu'on aura un petit peu répondu à la question du départ de cette émission, et qu'on aura compris qu'un dessinateur, parfois, ressemble un peu à son personnage, mais pas tout à fait. Le mystère reste encore un tout petit peu. Merci beaucoup. Bonne Merci à vous. continuation. À bientôt.